Ugabou, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix de Styrie 2021. Ah, c'est sûr que sur ce Grand Prix, au moins, déjà, il n'y a pas eu de drapeau jaune. Donc voilà, la course a été propre la plupart du temps, il n'y a pas eu de gros incidents. C'est important à noter, hein, parce que... Et c'est rare en règle générale. Donc voilà, c'est important de le dire, parce que c'est le cas. Voilà. Est-ce qu'il s'est passé des choses? Oui, il s'est passé des choses, mais pas trop devant, je trouve. On va faire le débrief tout de suite. On va comprendre pourquoi. On va commencer comme d'habitude de la 20e à la première position. Donc Pierre Gasly, 20e position, c'est vraiment pas mérité pour lui. Il était parti en 6e position sur la grille de départ. Il était bien parti pour amasser de gros points. Malheureusement, un contact de Leclerc avec son aileron qui a déchiqueté malheureusement un pneu et a même détruit la suspension d'ailleurs. Malheureusement, a anéanti toute chance de Pierre Gasly pour marquer des points. Et franchement, c'est dommage parce que le potentiel était là. Évidemment, il fait partie des déceptions du jour. C'est logique hein, d'un côté, évidemment, au vu du potentiel. Et on sait que c'est très important pour AlphaTauri de marquer des points, notamment face à Aston Martin et aux Alpines. Voilà, donc Pierre Gasly, dommage. 19e position, alors au moment où je parle, je ne sais pas quelle est la raison de son abandon, mais malheureusement, George Russell, c'est terrible pour lui, son week-end était parfait jusque-là. C'était un week-end parfait, les essais étaient bons, lors des qualifications, il était à 8 millièmes de la 10e position, donc c'est vraiment pas loin, ça s'est joué sur pas grand-chose. Il a eu d'ailleurs la 10e position suite au déclassement de Yuki Tsunoda de 3 places. On expliquera ça un peu tout à l'heure, mais tout était parfait pour lui. Il avait fait un super départ. Il était même en train de lutter pour la 7e position. Une Williams en train de lutter pour la 7e position. C'est improbable de dire ça, mais c'était vrai. Il y avait un groupe avec Fernando Alonso notamment en 7e position, George Russell 8e, Yuki Tsunoda 9e de tête il me semble, ou Lance Stroll je ne sais plus, mais il y avait George Russell, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Kimi Raikkonen, Sébastien Vettel et Daniel Ricciardo. De la 7e à la 13e position, il y avait un bouchon monstre et George Russell était sur le devant. Tout simplement, 8e position pour dépasser Alonso et malheureusement, je sais pas trop ce qui s'est passé. Durant son arrêt au stand, ça a traîné et selon les premières informations qu'on a eues pendant la course, ce serait dû au fait qu'ils aient nettoyé des débris qui se seraient installés au niveau du fond plat à droite du véhicule. Mais après, c'est peut-être autre chose, hein, mais je sais pas ce qui s'est passé, ça a peut-être dû casser quelque chose malheureusement. Malheureusement, ça lui a anéanti la course. Malheureusement, il a dû abandonner à cause de ça. C'est vraiment terrible parce que putain, il mérite d'avoir des points pour Williams et depuis le temps que Williams doit avoir des points, ça fait depuis 2019 qu'ils n'ont pas eu un seul point. C'est vraiment terrible, hein. C'est à croire qu'il y a une malédiction pour George Russell, c'est que soit il fait une erreur, ce qui est arrivé hein, à Imola, soit la mécanique ou l'effet de course ou des débris supplémentaires comme ça arrivent et changent complètement la donne. Terrible pour George Russell, il ne mérite vraiment pas ça. Force à lui. 18e position, Nikita Mazepin. Bon, est-ce que c'est surprenant? Non. Voilà. 30 secondes derrière son coéquipier. Voilà, j'ai tout dit. C'est tout dit. Voilà. 17e, Nicolas Latifi. Lui, il a un petit peu souffert, certes, de l'accident avec notamment Pierre Gasly et Charles Leclerc. Hein, mais du coup, 17ème de toute façon, il n'était pas parti pour faire une excellente performance. Donc 17ème position logique, au moins il est devant Mazepin. Et 16ème position, Mick Schumacher, il pouvait faire ce qu'il pouvait, c'est ce qui s'est passé. 16ème.
Ensuite, Antonio Giovinazzi, lui n'a pas eu de bol parce que lui était parti pareil pour faire une bonne course, mais malheureusement victime collatérale pareil de l'accident Charles Leclerc Gasly, ou plus précisément pour être plus précis, disons que à ce moment-là Gasly commençait à perdre petit à petit sa voiture à cause du fait que son pneu était crevé. Et il a légèrement cogné Antonio Giovinazzi, du coup ça lui a ruiné la course, mais quand même 15e position. Au moins on peut dire qu'il est devant les Williams et les Haas, ce qui d'un côté n'est pas très compliqué. 14e position Esteban Ocon, c'est vraiment une déception pour Esteban Ocon qui avait été éliminé dès les Q1 d'ailleurs. Bon, 14e, c'est sûr que si on voit par rapport à là où il a démarré c'est bien, mais quand on connaît le potentiel de la Alpine, c'est vraiment décevant. Donc attention, Esteban Ocon, c'est vraiment très décevant. Et 13e position, Daniel Ricciardo. Et pour moi, c'est ma 3e plus grosse déception du jour. C'est Daniel Ricciardo qui... c'est pas qu'il pilote mal, mais c'est surtout, on le compare malheureusement à Lando Norris qui lui est arrivé 5e. Comment expliquer un tel écart de performance entre les deux véhicules? Il y a un écart, il est considérable. Alors, ça se voit pas au classement officiel, mais il y a facilement au moins 30-40 secondes d'écart entre les deux. Il y a un problème. Il y a définitivement un problème. Soit c'est que la voiture n'est pas configurée pareil, ce qui pourrait se comprendre, mais je doute que c'est ça. Les deux véhicules semblent être identiques. Après, la différence, c'est le pilote. Le pilote, est-ce qu'il s'adapte à sa voiture? Je pensais très franchement qu'il était pleinement, ça y est, c'était fait, qu'il s'est adapté pleinement à la McLaren, mais force est de constater que j'ai l'impression qu'il l'est pas encore totalement. À voir pour le prochain Grand Prix, mais très franchement, c'est de plus en plus dur pour Daniel Ricciardo. Ça commence à être difficile de le défendre, malheureusement. Et pourtant, j'adore ce pilote. Hein, je l'adore. J'ai pas envie de le détester. Je sais pas, rien qu'à son sourire, voilà, il est sympathique. Voilà, Daniel Ricciardo, c'est l'un des pilotes les plus sympathiques du paddock. Hein, je pense que je me trompe pas en disant ça. Et voilà, j'ai pas envie de dire du mal, mais le résultat est là, voilà, tout simplement. Je vais passer tout de suite à la 12e position parce que voilà, j'ai pas envie de dire du mal, j'ai vraiment pas envie. 12e position, Sébastien Vettel. Bon, c'est compliqué, on sait bien, la Aston Martin lutte, mais bon, voilà, il y a des pilotes comme Kimi Raikkonen et Yuki Tsunoda qui luttent pour la 10e position, donc voilà, on est à peu près dans les mêmes niveaux de performance, donc du coup ça devient très difficile de lutter. Et voilà, 12e, c'est triste hein, pour Sébastien Vettel. Alors on sait qu'il est capable de mieux maintenant, hein, mais voilà, il faut que le véhicule puisse aussi s'exprimer. Et si malgré le pilotage de Vettel, qui quand même, faut le reconnaître, hein, il a bien piloté, peut-être pas excellemment bien, mais il a bien piloté. Mais voilà, la voiture a du mal à s'exprimer, du coup, très difficile. 11e position, Kimi Raikkonen. Alors Kimi Raikkonen, je me pose la question, comment il fait? Parce que autant il est régulièrement éliminé en Q1, autant après, il est capable de te faire des remontadas impressionnantes. Kimi Raikkonen, 11e aujourd'hui. Il manque une place, certes, mais quand même, il fait énormément de remontadas. C'est impressionnant. Comme quoi, lui, parler de retraite et il va te dire, hein, retraite? Vous savez quoi la retraite? Ça arrivera un jour, mais bon, je pense pas que... voilà, il est parti pour que ça dure, hein, Kimi Raikkonen. Hein. Ensuite, 10e position, Yuki Tsunoda. Alors, Yuki Tsunoda, autant je salue le fait qu'il ait marqué un point, c'est important parce que ça limite la casse hein, par rapport au championnat constructeur notamment. Autant là,
Ouais, c'est très franchement, il aurait peut-être pu faire plus et ce qui l'a pénalisé, comme je l'ai dit, hein, il a reçu une pénalité de 3 places pour avoir gêné Valtteri Bottas sur un tour lancé lors des qualifications et très précisément, je crois que c'était, oui c'est ça, c'était pendant la Q3. Bah oui, c'était pendant la Q3. Il était arrivé 8ème, rétrogradé 11ème. Bon, il termine 10ème. Est-ce qu'il aurait fait mieux s'il était 8ème? Peut-être. Mais en tout cas, là, je le compare peut-être plus par rapport au potentiel, par rapport à Gasly. C'est sûr que c'est très difficile d'être deuxième pilote quand on voit que le premier pilote fait des performances exceptionnelles. Hein. On le voit de toute façon avec George Russell. George Russell fait des performances exceptionnelles avec sa Williams. Pierre Gasly fait des performances exceptionnelles avec son AlphaTauri. Lando Norris fait des performances exceptionnelles avec McLaren. Et que dire de Lewis Hamilton avec Mercedes et Max Verstappen avec Red Bull. Donc voilà, c'est très difficile d'être second pilote dans ces situations. Mais bon, au moins 10ème, un point, ça limite la casse. Et il faut limiter la casse dans ces cas-là. Il a fait son taf. Techniquement, il a fait son taf. 9ème position, Fernando Alonso qui a fait ce qu'il a pu aussi. Hein, après, bon, il a démarré certes 8ème suite au déclassement de Yuki Tsunoda, mais c'était dur. Hein, très franchement, c'était dur pour lui. Mais quand même, il a maintenu un certain bouchon pendant un temps. Donc, non, d'un côté, c'est pas bien entre guillemets, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, c'était difficilement, il pouvait faire difficilement mieux. Hein. Et de toute façon, Lance Stroll, voilà, il a prouvé que à défaut d'avoir pu démarrer véritablement et avoir pu faire de grosses performances pendant les qualifs, quand même 10ème, hein, faut pas le négliger, et démarrer 9ème. Au moins, en course, il a assuré, il a fait une place supplémentaire. Bon, c'est vrai que ça aide le fait que Gasly soit dehors, mais quand même, il faut quand même être là. C'est important. Et de toute façon, voilà, c'est très difficile de faire mieux quand on voit que il y a plusieurs mondes dans la F1, enfin plusieurs mondes. Disons qu'il y a plusieurs niveaux de performance dans les constructeurs. Il y en a 4 à tout casser. Ils font partie de la 3e plus grosse catégorie. Bon, c'est de performance, c'est comme ça. Hein, et voilà, et devant, c'est tout simplement les meilleurs, quoi. C'est les catégories de niveau 2, on va dire. Et c'est avec Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, et aussi potentiellement Daniel Ricciardo, même s'il ne le prouve pas là. D'ailleurs, ouais. 7ème position, Charles Leclerc. Alors lui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, c'est trompeur. Hein. C'est vraiment trompeur, hein, cette 7ème position. Hein. On pourrait dire qu'il a lutté et que ça a été difficile. Non. Comme je l'ai dit, il a provoqué la crevaison de Pierre Gasly. Et a aussi abîmé son aileron avant. Donc du coup, il a dû aussitôt rentrer au stand et du coup faire la course dans les dernières positions, parce que c'était pas totalement la dernière position, parce que derrière ça ralentissait. Bah oui, il y avait Latifi et Gasly notamment. Donc ouais, c'est dommage. Hein, franchement, c'est franchement dommage pour Leclerc. D'un côté, voilà, d'un côté, je le classerais en déception, mais d'un autre côté, je me dis, il est capable de faire des remontadas. 7ème position, il a réussi à rapporter de gros points pour l'écurie, et d'ailleurs, grâce à lui et à Sainz, ils ont gagné 4 points par rapport à McLaren. Donc du coup, oui, non, il faut faire gaffe à Leclerc. S'il n'y a pas cette erreur, il peut peut-être aller titiller Lando Norris. Peut-être, hein, je dis bien, parce que c'était... il a creusé un écart hein, pendant un temps, ça on va pas le négliger, Norris, hein, mais après il a ralenti. Après, est-ce que c'était une consigne d'équipe pour essayer de ménager la voiture? À voir.
Toujours est-il, Charles Leclerc 7ème, Carlos Sainz 6ème, donc pareil, il a fait le taf, tout simplement. Le mieux serait été qu'il dépasse Norris, mais je pense que c'était très difficilement atteignable, sauf peut-être à la fin, mais il y avait un écart conséquent. 5ème position, Lando Norris, qui a démarré 3ème techniquement après que Bottas ait reçu 3 places de pénalité. Donc 3ème, mais derrière, voilà, Bottas et Sergio Perez. D'abord Sergio Perez dans un premier temps, puis Bottas ont montré que voilà, les McLaren, c'est pas cette année qui pourront vraiment concourir pour le championnat constructeur. Il y a un autre monde. Il y a un autre monde malheureusement. Et ce monde, c'est Red Bull Mercedes. L'écart est trop conséquent. Mais voilà. On peut dire que Lando Norris sur cette course a été, je dis ça avec des guillemets, hein, le meilleur des autres. C'est important à noter. Ce qui veut dire que on a franchement envie de voir Lando Norris sur un véhicule plus performant, une McLaren plus performante, parce que il est capable, hein, il est capable de lutter. Mais voilà, il y a encore un monde. C'est comme ça. En 4ème position, Sergio Perez, qui était resté très longtemps devant Valtteri Bottas. Mais malheureusement, là où ça a complètement flingué sa course, et pourtant il a essayé de remonter à plus d'une reprise, mais sans succès, c'est l'arrêt au stand. Un arrêt au stand raté, qui a flingué la course de Sergio Perez. Le pneu arrière gauche qui ne se dévissait pas. Terrible. Et ouais, oui. Quand on passe plus de 4 secondes pour faire le changement de pneu, déjà entre 2 et 3 secondes d'arrêt, on limite franchement la casse, mais dès qu'on dépasse les 3 secondes, ça y est, ça commence à se faire ressentir, et là, ça s'est clairement fait sentir. Hein. C'est ça qui provoque du coup le dépassement réussi de Bottas. En 3ème position, Bottas qui a fait sa course, pareil. Seul ombre au tableau, son tête à queue dans les stands. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'il ait pu faire un tête à queue dans les stands? Donc du coup, pénalisé sur la grille de départ de 3 places. Hein. Il avait fait le 2e meilleur temps. Du coup, 5ème maintenant. Et 3ème position, il a assuré. Voilà, il pouvait pas vraiment espérer mieux de toute façon, parce que Lewis Hamilton déjà lui creusait un écart assez conséquent avec lui. Mais ce n'est rien comparé à Max Verstappen. Donc 2ème position, Lewis Hamilton. Alors, certes, on voit qu'il y a 35 secondes d'écart, mais faut prendre en compte le fait que à 2 tours avant la fin, Lewis Hamilton a fait un arrêt au stand supplémentaire pour pouvoir notamment shipper le meilleur tour. Je crois que c'était à Sergio Perez, il me semble, de tête. Ouais, il me semble. Bref, c'était pas Max Verstappen qui avait le meilleur temps. Mais de toute façon, c'était pas Hamilton qui avait le meilleur temps. Oui, Bottas reste 3ème. Lewis Hamilton avait de toute façon une confortable avance sur son coéquipier. Mais malheureusement, il y avait toujours... il perdait beaucoup de temps sur Max Verstappen. Il a été à 10 secondes, 10-11 secondes avant l'arrêt au stand, voire même peut-être un peu plus. Donc il y a un monde, hein. Et là les Red Bull sont ultra performantes, et il y a fort à parier que la semaine prochaine le scénario se reproduise, voire même, allez, pourquoi pas, avec un Sergio Perez qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, hein, être devant Lewis Hamilton. Et on verra ça. Voilà, donc il va falloir limiter la casse comme il l'a fait, voilà, avec le meilleur tour. Lewis Hamilton ne pouvait pas vraiment espérer mieux. Et en première position, Max Verstappen, week-end parfait, qualification parfaite, course parfaite, rien à dire de ce côté-là.
sa première place est tout à fait légitime. Et alors que pourtant j'ai le classement sous les yeux, je me rends compte quand même qu'il y a seulement 4 pilotes dans le même tour. Ce qui renforce encore plus l'impression qu'il y ait un autre monde entre Red Bull, Mercedes et les autres. Voilà, juste pour ça. Du coup, dans le classement pilote, ça ne change pas pour ce qui est le fond de grille. Du coup, donc 20e Nicolas Latifi, 19 Mazepin, 18 Schumacher, 17 Russell. Ça ne change pas non plus pour les Alfa Romeo, ça ne change pas pour Yuki Tsunoda, si ce n'est qu'il a grappillé un petit point. Esteban Ocon, ça ne change pas. Lance Stroll passe devant Esteban Ocon. Ensuite, Fernando Alonso continue de creuser l'écart, notamment sur son coéquipier. Donc c'est vrai que c'est plus facile quand ton coéquipier n'est pas dans les points. Sébastien Vettel reste à 30 points. Daniel Ricciardo, 34 toujours. Pierre Gasly reste pareil, 37 points. Carlos Sainz récupère quelques points sur son coéquipier, c'est bien. Et d'ailleurs, on se rend compte que l'écart est au final minime. Et pourtant, j'ai l'impression que Carlos Sainz est plus irrégulier que Charles Leclerc. C'est une impression. Je sais pas si vous partagez cette impression. Mais en tout cas, ça fait bizarre. Ensuite, du coup, 6ème, Charles Leclerc, il reste 6ème, c'est normal. Valtteri Bottas conforte sa 5ème position. Lando Norris, sa 4ème. Sergio Perez, sa 3ème. Lewis Hamilton, sa 2ème position. Et du coup, il perd 6 points sur Max Verstappen. Max Verstappen qui va commencer à avoir un bel écart. Alors, je compte le nombre de points. Il y a actuellement 18 points d'écart. Attention, 18 points. On se rapproche très rapidement de la barre symbolique des 25 ou 26 points. C'est mieux, 26 points même. Donc, attention, cette barre symbolique... elle peut être atteinte la semaine prochaine, je pense. Donc ça pourrait faire très très mal pour le championnat. Et si ça se confirme, peut-être que Max Verstappen est en train d'avoir un premier fait un grand pas pour le championnat du monde. Là aujourd'hui, je trouve que c'est encore trop tôt pour estimer s'il est si on peut vraiment dire que ça y est, il est vraiment champion du monde. C'est trop tôt. Pour moi, c'est encore trop tôt, mais on s'y approche. Il va falloir surveiller le reste de la saison. Et j'ai envie de rappeler le fait que généralement, les deuxièmes moitiés de saison pour Mercedes, elles sont excellentes. Donc, attendons. Ensuite, si nous regardons le classement constructeur, évidemment, Red Bull... gagne plus de points que Mercedes, donc plus 4 points, si je compte bien, 19 plus 15, 34, ah non, 3 points, 3 points, 3 points, seulement 3 points, mais 3 points importants, qui leur permettent de rester devant, et du coup d'avoir un écart à 40 points. McLaren limite la casse avec Lando Norris, qui arrive devant les deux Ferrari, mais le classement des deux Ferrari, 14-10, voilà. C'est toujours 4 points de récupérer. Yuki Tsunoda limite la casse avec un point supplémentaire, mais n'empêche pas les Aston Martin de rattraper, notamment grâce à Lance Stroll. 2 points les séparent. Les Alpines, attention, l'écart est toujours là, malheureusement. Mais voilà, ils ont fait mieux que les Alpha Tauri, donc à surveiller quand même. Je dirais pas que les Alpines sont condamnées à la 7ème position, mais voilà, il va falloir quelques courses encore. Il va falloir qu'ils fassent de grosses perfs pour éviter de rester sur cette 7ème position. Ensuite, derrière, ça ne change pas. 8ème, Alfa Romeo Racing. 9ème, les Williams. Et 10ème, les Haas. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il faut attendre des Haas ? Pas grand-chose. Du coup, on va aborder maintenant, on va parler de la note du Grand Prix. Qu'est-ce que j'en ai pensé ?
Alors, c'est sûr que j'aurais préféré plus de combats vers l'avant de la course, hein. Mais il y en a eu suffisamment quand même derrière, je trouve, notamment pour la 7ème position pendant un temps. Après, il y a aussi Charles Leclerc qui a fait une belle remontada, qui a assuré le spectacle, hein, tout simplement. Du coup, je dirais... C'est vrai que si, d'ailleurs, ça, je sais pas parlé de ça, mais il a failli avoir la pluie hein, pendant le Grand Prix, mais au final, ça n'est jamais venu. Bon, bah, au moins, voilà, ils ont terminé sur des pneus secs et ils n'ont pas eu à se préoccuper de ça, entre guillemets. Mais du coup, donc niveau course, je donnerais un 13 sur 20. On s'est pas ennuyé, il s'est passé des choses, mais bon, voilà, c'est une bonne note, c'est une bonne course, tout simplement. Hop là, voilà. Bon ben, j'ai envie de parler un petit peu de voilà un petit aparté avant cela du fait qu'on organise 2 fois le Grand Prix en Autriche au Red Bull Ring. Je trouve que d'un côté c'est dommage que on fasse 2 fois sur ce circuit. Alors il est bien hein, ce circuit, hein, c'est pas le problème, mais c'est que je trouve que ce qui est dommage, c'est que l'Autriche n'a pas de tracé B. Il n'y a qu'un seul tracé, il est fixe, on sait qu'il est comme ça, et il ne change pas. C'est dommage aussi qu'on ne puisse pas, malheureusement, faire un sens horaire et anti-horaire. Je serais curieux de voir ce que ça donnerait, un Grand Prix d'Autriche anti-horaire, ça pourrait rabattre les cartes. Après, c'est peut-être très compliqué en termes de mise en place et peut-être aussi au niveau des normes de sécurité. Après, c'est la même sécurité entre guillemets, hein, mais ce que je veux dire, c'est que au niveau des stands, il faudrait peut-être les revoir parce que l'entrée des stands et la sortie sont situés différemment. Après, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas pourquoi on peut pas faire ça, mais je trouve que c'est dommage. Je pense que très franchement, le Grand Prix de France, alors après c'est vrai que le Grand Prix de France il est grand et il a plusieurs tracés, mais on aurait peut-être pu organiser un 2e Grand Prix de France qui pour le coup propose un tracé différent. Je sais pas, c'est mon avis là-dessus. Après, c'est comme ça. Hein. Autant je tolérais le fait que il y ait 2 grands prix en Autriche parce que l'année dernière, c'est parce que Covid et fallait du championnat, fallait des courses. Ça à la limite, voilà, je m'en plains pas trop, mais je trouve que voilà, c'est dommage. C'est dommage, mais bon. Au moins, il y a le spectacle qui est assuré, ça c'est bien. Voilà, il y aura du spectacle et d'un côté, ça permettra de garder les 23 Grands Prix programmés, hein, parce que à la base c'était vraiment 23 et du coup, le Grand Prix du Canada et le Grand Prix de Chine ont disparu du calendrier. Il a fallu trouver des solutions. Bon, pour maintenir à 23, c'est une chose, mais bon. Et au Grand Prix de Hongrie, ça me fait penser qu'au Grand Prix de Hongrie, quand ça arrivera, j'aurai quelque chose à dire. Notamment sur les pit stops qui seront réglementés, où il devra y avoir un temps minimum. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense rapidement en quelques mots. Pas une bonne idée. Voilà. J'en parlerai plus en détail lorsqu'on sera au Grand Prix d'Hongrie, mais pour le moment, on attendra d'abord le Grand Prix d'Autriche, qui se déroulera la semaine prochaine sur le même circuit du coup. Et voilà. C'est sur ça qu'on se laisse. Du coup, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la course, si vous pensez que j'ai oublié quelques trucs ou que vous voulez apporter des précisions ou que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix. Sur ce, ciao!